Pendant des siècles, la Grande-Bretagne a combattu avec d'autres pays pour posséder le Cap, où la ville du Cap a été fondée en 1652. La région a d'abord été colonisée par les Hollandais cette année-là, et après la fondation de la ville du Cap, elle est devenue un centre d'activité et de richesse, servant de halte importante pour les voyageurs se déplaçant entre l'Europe et les Indes orientales. En 1795, plus d'un siècle après, la Grande-Bretagne a envahi et pris le contrôle de la colonie. Bien qu'elle ait été rendue à la Hollande, la Grande-Bretagne a décidé de saisir à nouveau le Cap après avoir vaincu les Hollandais à la bataille du Cap en 1806. Après son occupation, la Grande-Bretagne a instauré de nombreux changements dans la colonie, notamment des lois pour abolir l'esclavage, car ils y étaient fermement opposés à l'époque. Malgré l'offre de compensation des Britanniques aux propriétaires d'esclaves acceptant leur libération, beaucoup n'ont pu la recevoir car cela impliquait un voyage outre-mer au Royaume-Uni. De nombreux résidents sont devenus mécontents de ces changements, les Britanniques commençant à se heurter à beaucoup de Boers, sud-africains d'origine néerlandaise, allemande ou huguenote, dont le nom est dérivé du mot trekboer, signifiant fermier en néerlandais et en afrikaans. En conséquence de ces désaccords, environ un cinquième des locuteurs néerlandais de la colonie ont fait leur bagage et se sont éloignés de la colonie à la recherche de pâturages plus verts, loin du règne britannique. Entre 1835 et 1843, environ 12 000 Boers, qui se nommaient eux-mêmes Voortrekkers, ont quitté le Cap dans le cadre d'un mouvement connu aujourd'hui sous le nom de Grand Trek. Ces Boers partaient souvent en groupe avec leurs familles et leurs voisins, et beaucoup suivaient des leaders francs. Bien que tous aient traversé la rivière Orange, l'une des plus longues rivières du continent, le groupe s'est ensuite divisé en deux. Ils ont réussi à vaincre les royaumes de militaires africains à leurs emplacements choisis, et en 1852 et 1854, les Britanniques ont accordé l'indépendance à ceux des régions du Transvaal et de Transorangia du Cap. Ceux de Transorangia ont établi l'État libre d'Orange, tandis que ceux du Transvaal ont établi la République sud-africaine. La Grande-Bretagne a finalement essayé d'annexer ce dernier en 1877, un conflit qui a rapidement dégénéré et a conduit à la première guerre des Boers entre 1880 et 1881, mais après avoir subi de nombreuses défaites brutales aux mains de la République sud-africaine, la Grande-Bretagne a rétabli à contre-cœur l'indépendance. La relation entre les trois est restée tendue. En 1866, des diamants ont été découverts à Kimberley. Cela a entraîné une ruée vers les diamants et un afflux massif d'étrangers aux frontières de l'État libre d'Orange, en quête de richesse. Juste moins de 20 ans plus tard, la République sud-africaine a été confrontée au même afflux d'étrangers lorsque de l'or a été découvert dans un escarpement nommé Witwatersrand. Le récif d'or de Witwatersrand a été officiellement découvert par Jan Gerrit Banches, un Voortrekker, en juin de 1884. Bien que deux autres aient découvert de l'or à cet endroit dans les années 1850, ils avaient tous deux été efficacement menacés de silence. Le deuxième découvreur, Peter Jacob Marey, ayant été informé que s'il informait une puissance étrangère de la potentielle mine d'or, ce qui causerait une perturbation au sein de la République sud-africaine, il serait puni par la mort. Banche, lui, était un prospecteur chevronné de la région. Suite à la découverte sur le récif de Witwatersrand, les Britanniques ont tenté d'attribuer le mérite de cette découverte au prospecteur australien George Harrison, apparemment pour qu'il puisse revendiquer les champs de Witwatersrand. Cela deviendrait bientôt l'un des plusieurs facteurs qui ont contribué à l'augmentation des tensions entre les Britanniques, la République sud-africaine et l'État libre d'Orange. Harrison, pour sa part, a vendu sa revendication pour 10 livres, mais s'est aventuré dans la région orientale de la société à responsabilité à la recherche de nouveaux champs d'or. D'ici le milieu de 1886, ceux qui cherchaient à avoir de la chance s'étaient rendus au Witwatersrand, et la ligne de chercheurs d'or s'étendait sur 40 miles d'ouest en est. Il est à noter que l'or avait fait de la société à responsabilité la nation la plus riche d'Afrique du Sud, mais elle était incapable de le développer elle-même en raison d'un manque de main-d'œuvre. Cela a conduit la société à responsabilité à permettre un afflux d'étrangers, les Uitlanders, principalement des anglophones du Royaume-Uni, cherchant prospérité et travail. Ils sont entrés dans la région pour aider à l'exploitation minière. Johannesburg, principal site minier d'or, a rapidement été envahi par des étrangers du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie. Alors que la ville grandissait, elle était en proie à l'alcool, au crime et à la prostitution.
De nombreux Afrikaners ont été chassés de leur maison par la sécheresse et les dettes, et pour couronner le tout, une grande partie de l'or extrait était de très basse qualité et nécessitait des périodes de travail éreintants pour produire juste une once ou deux de la précieuse substance. D'autres problèmes liés à l'extraction de l'or sont apparus car on lui a attribué un prix fixe et la rentabilité a diminué. D'autres problèmes sont apparus à cause des nouveaux étrangers, lorsque leur nombre a menacé de dépasser celui des Boers, entraînant des conflits entre les deux groupes. En 1896, il y avait 2 fois plus d'Uitlanders que de Boers. Leur gouvernement société à responsabilité craignait qu'ils ne perdent leur indépendance et ne soient repris par les Britanniques. À cause de cela, ils ont commencé à séparer les Uitlanders des Boers en mettant en place des lois qui rendraient beaucoup plus difficile pour eux de devenir des citoyens égaux dans la région. Les restrictions imposées aux Uitlanders incluaient l'obligation de résider au moins 14 ans dans le société à responsabilité pour obtenir le droit de vote et une imposition élevée de l'industrie aurifère, principalement gérée par les Britanniques et les Américains. Ces restrictions ont cependant provoqué encore plus de friction, car les étrangers n'appréciaient pas le traitement qu'ils recevaient et regrettaient le manque de représentation. Paul Kruger, président du Société à responsabilité, a tenu une réunion à huis clos pour discuter de la question. Notamment Jean Banchez, fondateur de la mine d'or, faisait partie de son conseil à huis clos. La réunion n'a pas trouvé de réponse qui apaiserait la colère des Uitlanders. Cependant, leur situation a empiré suite à l'annonce d'une lourde taxe sur la dynamite imposée aux étrangers. La taxe de 5 shillings appliquée à chaque boîte de dynamite était considérée comme exorbitante. De plus, Kruger a accordé un monopole pour la fabrication d'explosifs à une branche non britannique de la Noble Company, une décision perçue comme provocatrice par les Britanniques. Les tensions ont continué à monter et cet événement particulier impliquant de la dynamite deviendrait plus tard un casus belli, une raison pour justifier la guerre. Alimentant encore plus de problèmes dans la région, il y avait les soi-disant Randlords, les hommes en charge d'énormes maisons minières qui dirigeaient des milliers de travailleurs sous leurs ordres. Beaucoup de ces hommes avaient amassé d'importantes fortunes lors de la ruée vers les diamants à Kimberley dans les années 1860 et savaient comment manipuler le système pour faire du profit, poussant souvent leurs travailleurs à accepter une faible rémunération pour leur dur labeur. Cependant, les Randlords sont rapidement devenus insatisfaits du gouvernement de la société à responsabilité. Ils le voyaient comme corrompu, immoral et inefficace car ils ne montraient aucun intérêt à mettre en place des politiques qui bénéficieraient aux Randlords, comme des taxes inéquitables qui les aideraient à réduire encore plus le coût de la main-d'œuvre, en particulier pour les individus noirs. Les fonctionnaires britanniques semblaient peu enclins à apaiser les angoisses et frustrations des propriétaires terriens. En réalité, ils paraissaient les inciter, sûrement pour réclamer une part des champs aurifères de la société à responsabilité. Leur intérêt à susciter un conflit entre les étrangers et les Boers a rapidement conduit au raid de Jameson en 1895. Une combinaison de la frustration des Randlords et de celle des étrangers ordinaires a conduit à l'élaboration d'un plan d'insurrection. Les Britanniques étaient désireux de voir à la fois la mine d'or et les 2 régions de l'État d'Orange et de la société à responsabilité passer sous le contrôle britannique. Et le Premier ministre de la colonie du Cap, Cecil Rhodes, prétendra plus tard qu'il craignait que les Uitlanders ne se rebellent et nuisent à la cause britannique plutôt que de l'aider, et il a donc décidé d'intervenir. Mi-1895, il a planifié un raid avec des forces armées rhodésiennes pour soutenir un soulèvement des Uitlanders visant à prendre le contrôle de la région. Ce groupe de Rhodésie a été placé à la frontière régionale pour intervenir rapidement dès le début de l'action. Le groupe comptait d'environ 600 hommes, dont 400 faisaient mensuellement partie de la police montée du Matabeleland et les 200 autres étaient principalement des volontaires. Il était équipé de nombreuses armes lourdes, dont des fusils, mitrailleuses et artillerie légère. Le plan initial était que ceux impliqués à Johannesburg se soulèveraient et saisiraient l'armurerie Boer à Pretoria. Suite à cela, les forces rhodésiennes et du Matabeleland, dirigées par Sir Leander Jameson, traverseraient de la frontière pour rétablir l'ordre. Cela signifiait qu'ils prendraient le contrôle de la ville et donc des champs d'or. Cependant, le plan était voué à l'échec dès le départ, car le comité de réforme de Johannesburg, une organisation composée de résidents éminents de la ville et de divers réformateurs de Johannesburg Uitlander, avait du mal à s'entendre sur le type de gouvernement qui devrait prendre le relais à l'avenir.
Jameson, attendant son signal, a été informé qu'il y avait des difficultés en cours dans la discussion sur les conséquences du coup d'État, mais il semblait de plus en plus impatient et croyait qu'il pouvait inciter les réformateurs à agir simplement en allant de l'avant. Il aurait télégraphié aux réformateurs le 28 décembre, les informant de ses plans selon lesquels il partirait le lendemain soir, à moins d'entendre le contraire. Mais ce télégramme est parvenu aux réformateurs en même temps qu'un message secondaire les informant qu'il partait, envoyé le lendemain matin. Jamieson et ses hommes, ayant coupé les fils du télégraphe et les messages étant arrivés simultanément, il n'a pu être contacté. Le 29 décembre, Jamieson et ses 600 hommes ont traversé la société à responsabilité et se sont dirigés directement vers Johannesburg. Pendant ce temps, des officiers britanniques ont tenté de l'arrêter. Le secrétaire colonial britannique, Joseph Chamberlain, pensait que Jamieson faisait une grave erreur car de nombreux Outlanders n'étaient pas en faveur du plan. Il a ensuite ordonné aux colons britanniques de ne pas aider Jamieson et son groupe. Il a été rapidement découvert que Jamieson et ses hommes avaient de couper les mauvais fils en essayant de désactiver les fils du télégraphe vers Pretoria, l'emplacement de l'armurerie qu'ils s'apprêtaient à attaquer. En conséquence, la nouvelle de leur assaut imminent a rapidement atteint la ville, ce qui a conduit à l'envoi de forces opposées, traquant Jamieson et ses hommes dès qu'ils ont franchi la frontière de la société à responsabilité. Ils ont rencontré des problèmes peu de temps après le 1er janvier lorsqu'ils ont échangé des tirs avec un avant-poste Boer. Jamieson a continué jusqu'à environ midi lorsque le groupe est tombé sur un groupe de soldats Boers à l'extérieur de Johannesburg en position défensive. Le conflit qui a suivi a duré plusieurs heures, coûtant à Jamieson de nombreux chevaux et quelques hommes. Lui et ses hommes se sont retirés plus tard dans la soirée et ont essayé une nouvelle stratégie, se déplacer vers le sud-est pour contourner les Boers. Mais les Boers ont réussi à mettre en place une autre force de soldats en attente, armée d'artillerie légère, et Jamieson a perdu 30 de ses hommes avant de se rendre. Lui et ses hommes ont ensuite été incarcérés à Pretoria. Le raid manqué a été une immense humiliation pour les officiels britanniques et a eu de nombreuses répercussions sérieuses. La première conséquence a été que le manque de policiers disponibles à Matabele a conduit à l'insurrection du peuple contre la British South Africa Company. La seconde guerre de Matabele a été menée entre mars 1896 et octobre 1897, et le pays a été laissé presque sans défense pendant le conflit grâce au plan de Johannesburg. De plus, l'antipathie envers les Allemands est rapidement devenue prédominante parmi les Britanniques lorsqu'il a été révélé publiquement que l'empereur allemand avait envoyé un télégramme pour féliciter Kruger de son succès à repousser Jameson et ses hommes. Les télégrammes entre Cecil Rhodes et les autres conspirateurs de Johannesburg ont été révélés publiquement, et Rhodes a été sévèrement critiqué pour avoir soutenu le complot. Plusieurs enquêtes ont été menées, une à Cape Town et une autre à Londres, et il a finalement été contraint de démissionner de son poste de Premier ministre du Cap et de président de la British South Africa Company. Peu de temps après, le gouvernement Boer a remis les prisonniers aux Britanniques afin qu'ils puissent être jugés. Jamieson a été jugé en Angleterre, mais a été dépeint comme un héros par la presse locale, ce qui a presque certainement été fait alors que les sentiments anti-allemands et anti-Boers étaient en hausse. Jamieson a été condamné à 15 mois de prison, qu'il a purgé à Her Majesty's Prison Holloway, mais malgré les critiques formulées à son encontre, il a ensuite été nommé Premier ministre de la colonie du Cap, poste qu'il a occupé entre 1904 et 1908. Plusieurs membres Uitlanders du comité de réforme ont été jugés coupables de haute trahison, 4 leaders étant condamnés à mort. Cependant, leurs peines ont été commuées en 15 ans de prison. D'autres membres du comité ont été condamnés à une amende, payée par Cecil Rhodes, puis relâchés. Malgré les efforts du comité de réforme et de ceux qui le soutenaient, le raid de Jamieson n'a pas conduit à la renversement du gouvernement de la société à responsabilité, mais à l'union de la société à responsabilité et de l'État libre d'Orange en opposition à l'impérialisme britannique. Cela n'a fait qu'exacerber les tensions entre les deux et la Grande-Bretagne. L'échec du raid a poussé la Grande-Bretagne à accumuler des forces militaires, tandis que le président Kruger de la société à responsabilité a commencé à importer et à équiper son armée en armes. Dans un dernier effort pour éviter le conflit, le président Martin Hochstein de l'État libre d'Orange a proposé une conférence qui impliquerait lui-même, le président Kruger et le haut-commissaire britannique Alfred Milner. Le but était de discuter et régler leurs différends avant une aggravation de la situation. La réunion a eu lieu à la gare de Bloemfontein, dans ce qui est aujourd'hui connu comme la province de l'État libre en Afrique du Sud, mais qui était alors la capitale de l'État libre d'Orange entre le 31 mai et le 5 juin 1899.
Au cours de l'événement, Milner a fait 3 demandes à Kruger que les Uitlanders se voient légalement accorder le droit de vote, que le parlement de Kruger commence à utiliser la langue anglaise et que les lois du Volksrand, le parlement de Kruger, soient approuvées par le parlement britannique. Cependant, Kruger a trouvé toutes ces stipulations impossibles. Malgré les encouragements à être un peu plus flexible et ouvert à la communication par le secrétaire colonial britannique, Joseph Chamberlain, Milner, irrité par la position inébranlable de Kruger, a finalement quitté la conférence le 5 juin sans avoir résolu la situation. La relation entre les Britanniques et la société à responsabilité s'est restée tendue. En février 1899, Milner a recueilli une pétition de 21 000 signatures d'individus anglais vivant à Johannesburg et l'a envoyée à Chamberlain. Il a par la suite exigé que les Uitlanders aient une exigence de résidence de 5 ans pour devenir citoyens et obtenir le droit de vote dans la société à responsabilité et l'État libre d'Orange. Chamberlain a soutenu cette demande et lui a permis de négocier avec Kruger. Kruger a cependant refusé cette requête. 6 mois plus tard, en août, le procureur général de l'État de la société à responsabilité, Jean Schmutz, a envoyé à Milner une proposition de paix qui correspondait davantage à ce que Milner et les Britanniques demandaient, mais ces termes ont été modifiés par Kruger. Moins d'1 mois plus tard, Milner a rejeté la proposition de paix modifiée, mais a informé les Boers qu'il accepterait la proposition originale présentée par Schmutz. En même temps, le cabinet britannique a déplacé environ 10 000 soldats en Afrique du Sud pour soutenir les 12 000 déjà présents en cas d'une éventuelle attaque de la société à responsabilité, ayant été convaincu que Kruger ne partirait pas en guerre après avoir vu l'étendue de leur armée. Cependant, le 16 septembre, la société à responsabilité a rejeté les exigences de mise-source de Milner et a affirmé qu'elle ne pouvait plus se conformer aux exigences démesurées et insolentes du gouvernement britannique. Le 9 octobre, un ultimatum final est venu de Kruger qui s'était allié à l'État libre d'Orange. Ensemble, ils ont mobilisé leurs forces et ont exigé que les Britanniques retirent leurs troupes de la frontière de la société à responsabilité dans les 48 heures où ils déclareraient la guerre. À ce moment-là, les Britanniques avaient déployé 4 compagnies du Loyal North Lancs pour protéger la ville de Kimberley d'un éventuel siège par la société à responsabilité. L'ultimatum des Boers n'est parvenu à Londres que le jour de son expiration, de nombreux officiels et reporters trouvant la menace amusante et une farce extravagante. La guerre a été déclarée le 11 octobre 1899. À l'époque, les Boers comptaient environ 33 000 soldats, surpassant en nombre les Britanniques, qui n'avaient que 13 000 soldats sur la ligne de front. Pour la plupart, les combattants des Boers étaient principalement composés de membres de milices civiles. Les hommes apportaient leurs propres fusils à la bataille, à moins qu'ils n'en aient pas, auquel cas un fusil leur serait fourni par les autorités, et ils apportaient également leurs propres chevaux. Beaucoup d'hommes qui ont combattu n'étaient en aucun cas assoiffés de sang et espéraient une victoire rapide et simple, convaincus que leur cause était sainte en raison de leur foi chrétienne. Les soldats Boers étaient agiles et rapides et très capables à cheval, car la plupart d'entre eux venaient de milieux agricoles et il y avait des tireurs d'élite étonnamment compétents. Les Boers ont frappé en premier le 12 octobre lors de la bataille de Cripan, se déplaçant rapidement et tenant tête aux troupes britanniques dispersées. 800 hommes, sous le commandement du général Cus de Larey, ont attaqué et capturé une garnison britannique à Cripan, ainsi qu'une voie ferrée, tous deux, à environ 37 miles au sud-ouest de Mafeking. Les lignes de télégraphe et de chemin de fer ont été coupées pendant cette période et un train blindé transportant des fournitures a été déraillé. Après un combat de 5 heures, les Britanniques ont capitulé. Capturés, leurs provisions ont été saisies. Un autre affrontement majeur a eu lieu le 20 octobre. La bataille de Talana Hill a impliqué des troupes Boers bombardant un camp britannique dans la ville de Dundee depuis le sommet de Talana Hill. Le major général Penn Simmons a riposté avec ses soldats, réussissant à chasser les Boers de la colline, bien que cela lui ait coûté la vie, ainsi qu'à 446 autres soldats. Le siège de Ladysmith a peut-être été l'une des pires rencontres lors des premières étapes de la guerre. Une force Boer a occupé Elandslaagte entre Ladysmith et Dundee, et 2 chefs militaires ont mené leurs troupes au combat, résultant en une victoire pour les Britanniques. Cependant, leur dur labeur a été presque immédiatement annulé, car le commandant de la division britannique à Ladysmith, George White, craignait qu'une autre attaque ne soit imminente et a ordonné que les troupes se retirent d'Elandslaagte.
Lorsque les troupes Boer ont finalement rattrapé White et ses hommes à Dundee, ils ont été confrontés à plus de soldats Boer qui ont encerclé Ladysmith et ouvert le feu sur la ville. White a ordonné une attaque qui s'est soldée par une catastrophe. 140 décès ont suivi l'incident, tandis que 1000 Britanniques ont été capturés et le siège de Ladysmith a fait rage pendant plusieurs mois par la suite. Mafeking, à la frontière avec la société à responsabilité, était un autre lieu stratégique grâce à sa jonction ferroviaire permettant d'approvisionner les troupes. Le colonel Robert Baden-Powell a conduit environ 1200 hommes à la ville au cas où les choses s'aggraveraient à Ladysmith. Cependant, il a été contraint de défendre la zone lorsque 6000 soldats Boer ont déferlé sur la ville dans une attaque féroce. Le siège de Mafeking a commencé le 13 octobre et a duré 217 jours. Vers la même période, Kimberley a aussi subi une attaque. Avant longtemps, beaucoup de soldats dans ces villes, y compris Ladysmith, ont constaté que leurs réserves de nourriture diminuaient. Le journaliste sud-africain Sol Plaatke a écrit, je cite, « J'ai vu pour la première fois de la chair de cheval être traitée comme une nourriture humaine. » Plusieurs combats atroces ont eu lieu le mois suivant, après l'arrivée du général Rivers Henry Buller en Afrique du Sud avec le corps d'armée. Ces combats comprenaient à la bataille de Belmont le 23 novembre, la bataille de Graspan le 25 novembre et la bataille de la rivière Moda le 28 novembre, qui a vu 71 décès de soldats britanniques et 400 autres blessés. Cette phase de la guerre est généralement vue comme une défaite britannique. Bien que les commandants de l'armée britannique aient été hautement formés, leurs méthodes sont parfois considérées comme dépassées aujourd'hui, tout comme leurs armes de choix. Alors que les Boers savaient de sécuriser des armes modernes avant le début de la guerre, ils étaient également considérés comme mobiles à cheval et rapides et légers sur leurs pieds, contrairement aux Britanniques qui adoptèrent souvent la tactique séculaire de creuser des tranchées et d'attendre. Du 10 au 15 décembre, surnommée la Semaine Noire, les Britanniques ont subi des défaites sur 3 fronts. Ils n'ont pas pu apporter de secours à leurs camarades subissant des assauts à Kimberley et Mafeking, la bataille de Stormberg a vu 600 soldats capturés et la bataille de Colenso a vu 1200 autres soldats blessés ou disparus. En 1900, les 182 000 hommes envoyés au Cap pour poursuivre la guerre constitueraient la plus grande force que la Grande-Bretagne ait jamais envoyée à l'étranger. La bataille de Spy-on-Kop a été le prochain conflit macabre à affecter les troupes britanniques lorsque le 24 janvier 1900, le général Buller et le major général Charles Warren ont tenté de soulager les troupes à Ladysmith en traversant la rivière Tugela. Notamment, ils avaient tenté de faire ce voyage plus d'1 mois plus tôt, mais ils avaient été repoussés par 8000 Boers dans une bataille si horrifique qu'une retraite précipitée a été ordonnée et des dizaines d'hommes blessés et d'armes ont été abandonnés. Cette fois, la tentative britannique de traverser la rivière a réussi, mais lorsqu'ils ont par la suite capturé le sommet de la colline, nommé Spy-on-Kop, ils ont découvert bien trop tard que les Boers s'étaient déjà positionnés surplombant la colline. Lord Buller et ses commandants ont compromis la bataille suivante par des ordres contradictoires. 350 soldats britanniques se sont morts et près de 1000 ont été blessés. La réputation de Buller auprès de la direction britannique a été fortement ternie suite à ses nombreux échecs à repousser les Boers et il a par la suite été remplacé en tant que commandant en chef par Earl Roberts. À ce stade, l'épuisement des troupes Boer semblait se faire sentir, la guerre s'étant enlisée. Bien que les Boers aient tenté de prendre d'assaut Ladysmith, ils n'ont pas cherché à capturer les nombreuses villes attaquées. Le commandant Roberts a lancé une grande attaque le 10 février, débordant les troupes ennemies qui défendaient Magersfontein, au sud de Kimberley, et 4 jours plus tard, une autre attaque a été lancée pour soulager le siège en cours à Kimberley, mettant finalement en déroute les Boers et mettant fin au siège de 124 jours. Le jour de la Saint-Valentin, Buller, commandant à Natal, a de nouveau attaqué les Boers à Ladysmith. Au début, ces hommes ont lentement érodé la force adverse, mais le 26 février, il a utilisé une attaque totale qui a repoussé les Boers et a permis à ces hommes de traverser la rivière et de poursuivre leur combat. Le soulagement de Ladysmith a finalement réussi après un siège de 118 jours par les Boers. Pendant ce temps, un autre conflit, la bataille de Paderberg, faisait rage entre le 18e et le 27e de février. Peter Cronje, un général Boer, s'est rendu après le combat avec ses 4150 hommes.
Les défaites récentes ont découragé les soldats Boers. Roberts et ses hommes, cependant, ont vu ces récentes victoires comme un énorme coup de pouce pour le moral, et cela les a conduits à entrer dans la bataille de Poplar Grove, qui s'est terminée par la prise de Bloemfontein par les Britanniques et la libération de la ville de Mafeking, qui avait été soumise à un siège durant 217 jours. Le 28 mai, l'État libre d'Orange a été annexé et renommé le comté de la rivière Orange. 3 jours après, Roberts a pris Johannesburg et le 5 juin, les Britanniques ont aussi saisi Pretoria. En août, Buller et Roberts, accompagnés de leurs hommes, ont tenté de retrouver le président Kruger et d'autres figures importantes de la société à responsabilité, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Kruger et les autres ont réussi à voyager à l'étranger, Kruger allant d'abord à Marseille, puis aux Pays-Bas. Il est mort en exil en 1904 à Clarence, en Suisse. Après la capture des villes principales par les Britanniques, Roberts a déclaré la fin de la guerre le 3 septembre et l'annexion officielle de la société à responsabilité. Mais alors que les Britanniques croyaient que la seconde guerre des Boers était terminée, les Boers préparaient déjà leur prochain coup, ayant rencontré à Kronstadt dans l'État libre d'Orange. En septembre 1900, les Britanniques contrôlaient à la fois la société à responsabilité et l'État libre d'Orange, mais la paix n'allait pas durer. Les commandants Boers ont rapidement adopté des tactiques de guérilla, orchestrant des raids contre les chemins de fer et cibles d'approvisionnement pour perturber les capacités britanniques. Ces nouvelles unités Boer évitaient le conflit pour limiter leurs pertes, et elles étaient toujours envoyées dans des zones d'où ces membres avaient été recrutés, ce qui signifie que les troupes connaissaient intimement la région dans laquelle elles se trouvaient et étaient donc capables d'utiliser cette connaissance à la fois tactiquement et pour leur survie. Ils attaquaient souvent avec force et rapidité, mais se retiraient avant l'arrivée des renforts britanniques. Souvent, ces forces de guérilla prenaient le contrôle d'une zone dès que les Britanniques l'avaient quittée. Dans de nombreux affrontements, entre le milieu et la fin des années 1900, plus de 2000 pertes britanniques ont été infligées par les forces rebelles Boer, poussant les Britanniques à rechercher les leaders rebelles Boer et le général Christian de Wet, bien qu'ils ne l'aient pas trouvé. Les forces de guérilla n'avaient pas de véritable plan au-delà du harcèlement et de la perturbation des Britanniques, ce qui signifie que les attaques étaient aléatoires et parfois mal réfléchies. En représailles au harcèlement Boer continu, les Britanniques ont commencé à utiliser des trains blindés et ont construit des blockhaus, de petits forts indépendants qui abritaient chacun environ 6 à 8 soldats et les ont fortifiés pour protéger leur voie d'approvisionnement. Malgré leur coût élevé, les blockhaus se sont révélés très efficaces, avec plus de 50 000 soldats impliqués dans leur service. De plus, les Britanniques ont adopté une politique de la terre brûlée, ce qui signifie que les bâtiments, les cultures, les animaux de ferme, les outils, l'eau et tout ce qui pourrait fournir un abri ou des ressources aux troupes de guérilla Boer étaient ciblés et détruits afin de rendre la survie des Boers difficile. Les Britanniques ont également arrêté des hommes, des femmes et des enfants Boer et africains et les ont envoyés dans des camps de concentration et ont constitué des unités de raid montées qui étaient conçues pour harceler sans relâche les Boers afin d'empêcher leur fuite, pendant que des unités plus capables les rattrapaient pour les capturer. Les comités de paix ont été établis par ceux qui s'étaient rendus. Le chef rebelle Christian de Wet échappe toujours à la capture. Bien qu'il soit revenu dans l'État libre d'Orange en 1901, la région avait été laissée en friche par la mise en œuvre de la politique de la terre brûlée. Fin 1901, De Wet a pu cibler un détachement britannique isolé à Groenkop, tuant des dizaines de soldats, en blessant 77 de plus et en capturant 206. Mais, en représailles, les Britanniques ont commencé une nouvelle série d'assauts contre les forces de guérilla et Yvette a perdu 300 de ses hommes, un nombre énorme de morts qui a sérieusement terni le succès qu'il avait eu à Groenkop. En septembre et octobre, d'autres forces Boer ont attaqué les troupes britanniques à Moordwil et Dryfontein dans le société à responsabilité, mais elles ont dû se retirer en raison de la puissance et des tactiques utilisées par les Britanniques. Par la suite, cependant, en février 1902, les Boers ont lancé d'autres attaques contre les Britanniques et ont réussi à infliger de graves dommages aux forces adverses lors de la bataille de Tweebosch, ce qui a conduit à la capture de centaines de soldats britanniques, y compris le lieutenant-général Lord Methuen qui commandait l'unité. Avant d'être fait prisonnier, Methuen avait été blessé 2 fois et souffrait d'une jambe cassée lorsque son cheval s'est finalement effondré sur lui. Cette énorme victoire pour les Boers n'a fait qu'inciter les Britanniques à réprimer davantage leur tactique de guérilla.
Des renforts ont été amenés à la société à responsabilité le mois suivant. Et en avril, la bataille de Ruval a mis fin au conflit sur le côté ouest de la société à responsabilité avec 230 pertes subies par les forces de guérilla. Au début de 1902, les tactiques britanniques persistantes ont commencé à peser sur les Boers. Les observateurs dans les blocos et les civils qui étaient affectés par la politique de la terre brûlée ont tous deux fourni aux Britanniques des informations leur permettant de s'organiser en préparation de chaque fois que les guérilleros Boers tentèrent de frapper. Malgré les difficultés, en mai, 15 000 Boers continuaient le combat. Les dirigeants britanniques, à court de patience et d'argent, ont décidé de proposer des conditions de paix. À plusieurs reprises auparavant, les Britanniques avaient tenté de mettre fin à la guerre, mais leurs conditions étaient rejetées à chaque fois, souvent en raison de la haine des Britanniques, de la loyauté envers leurs camarades tombés, de la peur des punitions et d'un profond désir d'indépendance vis-à-vis des Britanniques. En mai 1902, les derniers Boers se sont rendus et la guerre a officiellement pris fin avec la signature du traité de Vereeniging le 31 mai. En échange de leur accord pour mettre fin au conflit, les Boers ont reçu 3 millions pour reconstruire leurs villes touchées et on leur a promis un gouvernement autonome limité qui a été accordé en 1906 et 1907. En 1910, la région est devenue la province de l'État libre d'Orange au sein de l'Union de l'Afrique du Sud. Le société à responsabilité a également été absorbé dans l'Union de l'Afrique du Sud à cette époque. Les camps de concentration mis en place par les Britanniques et pendant la Seconde Guerre des Boers étaient à l'origine conçus pour être des camps de réfugiés qui accueilleraient les civils forcés de fuir leur maison pendant le conflit. Mais de nouvelles tactiques ont été mises en œuvre suite à la prise de contrôle de Lord Herbert Kitchener, qui a remplacé Lord Roberts en tant que commandant en chef des Britanniques fin 1900. Ces nouvelles tactiques comprenaient la politique de la terre brûlée, qui a contraint un nombre énorme de civils à chercher refuge afin qu'ils puissent recevoir de la nourriture et un abri. Ces camps n'étaient pas destinés aux soldats Boers capturés. Ces hommes étaient principalement envoyés dans des camps de prisonniers de guerre à l'étranger. Toutefois, les civils Boers sont demeurés dans ces camps de réfugiés. Environ 26 370 réfugiés Boers sont morts en raison de mauvaises conditions et environ 20 000 Africains noirs ont également péri. Les camps n'étaient pas conçus pour accueillir un si grand afflux de réfugiés et les normes de soins dans ces bases ont rapidement commencé à décliner. La surpopulation a conduit à la négligence, à une mauvaise hygiène et à un mauvais assainissement, et la perturbation constante des lignes d'approvisionnement par les Boers a souvent retardé l'arrivée des articles nécessaires, y compris les médicaments, au camp. De plus, les approvisionnements en nourriture étaient extrêmement limités, ce qui a conduit à la malnutrition et à la maladie. La rougeole, la typhoïde et la dysenterie se sont propagées sans contrôle dans les camps, touchant surtout les enfants. L'élection générale au Royaume-Uni en 1900 a vu une forte victoire des conservateurs en raison des récentes victoires britanniques dans la guerre. Néanmoins, le soutien public pour la guerre a fini par faiblir, surtout lorsque la population a appris le traitement infligé aux civils Boers. L'activiste anti-guerre et militante pour le bien-être Emily Hobhouse a visité plusieurs des camps dans l'État libre d'Orange au début de 1901 et à son retour en Angleterre, elle a rendu publiques les conditions horribles des réfugiés vivant dans les camps. Elle a écrit que de nombreux civils allaient se coucher la nuit sans nourriture et sans eau et étaient souvent laissés dans des conditions froides et humides. Les réfugiés étaient aussi privés de lits et le savon était vu comme un luxe. Hobhouse a insisté pour que les réfugiés reçoivent quand même du savon, et finalement, on leur en a fourni. Elle a également distribué plus de tentes, de paille et de bouilloires pour que l'eau puisse être bouillie, ainsi que des vêtements. Elle a donné aux femmes enceintes des matelas pour dormir et a qualifié le traitement des habitants du camp d'ignorance masculine grossière. Hobhouse a également photographié et décrit les conditions d'une enfant en particulier, la fille d'un soldat Boer qui refusait de se rendre. Lizzie Van Zyl n'avait que 7 ans lorsqu'elle est décédée au camp de Bloemfontein, ayant affronté des conditions particulièrement sombres. Elle a subi un traitement cruel et des rations minimales, entraînant son hospitalisation pour famine. Le personnel de l'hôpital l'a traitée d'idiote, car elle ne parlait pas anglais, et la considérait comme une nuisance lorsqu'elle appelait sa mère dont elle avait été séparée. Elle est décédée le 9 mai 1900, de la fièvre typhoïde et de la famine. Elle pesait un effroyable 15 livres.
Hobhouse a écrit à propos de Lizzie, citation, « C'était une petite enfant frêle et faible qui avait désespérément besoin de bons soins. Mais parce que sa mère était l'une des indésirables, en raison du fait que son père n'avait ni capitulé, ni trahi son peuple, Lizzie a été placée sur les rations les plus basses et a tellement péri de faim qu'après un mois dans le camp, elle a été transférée à la nouvelle petite hôpital. » Les éditeurs des rapports de Hobhouse ont d'abord refusé de publier la photo de Lizzie. Les rapports officiels d'août de cette année-là ont montré que les conditions étaient invivables et ont observé des taux de mortalité élevés, en particulier parmi les enfants. Lord Kitchener a défendu son utilisation de la politique de la terre brûlée et a affirmé que les réfugiés n'étaient acceptés dans les camps qu'en cas de famine. Bien que Hobhouse ait rencontré des résistances de la part des médias et du gouvernement britannique à son retour en Angleterre, elle a pu montrer au public ses découvertes et a même obtenu des fonds pour aider les réfugiés boers. Le leader du Parti libéral, Sir Henry Campbell Bannerman, a été horrifié par les conditions des camps et a condamné ce qu'il a appelé des méthodes de barbarie. Bien que Hobhouse soit retournée au Cap en octobre 1901 pour voir si les conditions s'étaient améliorées, elle n'a pas été autorisée à débarquer et a été expulsée après 5 jours d'arrivée, apparemment sans qu'on lui donne de raison pour cela. La Seconde Guerre des Boers a également conduit aux premières poursuites pour crimes de guerre dans l'histoire militaire britannique, lorsqu'il a été découvert que plusieurs membres de la garnison de Fort Edward avaient commis 6 incidents honteux. Les résultats ont conduit à l'arrestation et au jugement par cour martiale du lieutenant Harry Moran et du lieutenant Peter Hancock, tous deux des Bushveld Carbineers, pour meurtre commis en service actif. Ils ont finalement été reconnus coupables du meurtre de 9 prisonniers de guerre et de 3 civils capturés, pour lesquels ils ont tous deux été condamnés à mort par peloton d'exécution. Un troisième officier, le lieutenant George Wheaton, également des Bushveld Carbineers, a vu sa peine commuée en emprisonnement à vie. Au Royaume-Uni, les conservateurs ont été chassés du gouvernement à la suite de l'élection de 1906, car une grande partie du public était outré par le traitement horrifique des civils boers et l'utilisation libérale de tactiques de la terre brûlée qui ont causé des conflits dans les républiques boers. Les dommages causés par les Britanniques ont rendu les promesses irréalisables, laissant de nombreuses familles boers dans la pauvreté, sans travail, logement ni ressources. De vastes terres ont été abandonnées car elles étaient impropres à l'élevage, à l'agriculture et même à la construction. En conséquence, ceux qui vivaient dans ces régions ont cherché du travail ailleurs, beaucoup affluant vers les mines et rivalisant avec les Uitlanders afin d'obtenir un emploi. Pendant ce temps, de nombreux pays, dont l'Allemagne, étaient sympathiques à la cause des Boers, ce qui a conduit à des relations tendues entre les Britanniques et d'autres nations. Malgré le fait que les dirigeants boers et les officiels britanniques, croyant que la guerre était une guerre d'hommes blancs, les personnes boers, les Saisons noirs en Afrique, ont joué un grand rôle dans le conflit et ont à la fois souffert et prospéré en fonction de leur position. Les Britanniques et les Boers ont tous deux employé des individus noirs dans des rôles non combattants, avec jusqu'à 14 000 Africains noirs travaillant comme conducteurs de chariots pour l'armée britannique. Lorsque Kitchener a finalement pris le commandement, il les a armés pour se défendre contre les Boers, qui exécutaient ceux qu'ils capturaient. À la fin de la guerre, il y avait environ 30 000 hommes noirs dans l'armée britannique. Pourtant, des milliers sont morts dans des camps de concentration, ont été pris dans des sièges et ont perdu leur emploi lorsque les mines ont été fermées pendant la guerre. D'autres ont été expulsés de leurs propriétés et ont subi la politique de la terre brûlée. D'autres, cependant, ont bénéficié d'être agriculteurs en temps de lutte, pouvant fournir de la nourriture à ceux qui en avaient désespérément besoin, tandis que certains ont repris le contrôle des terres qui leur avaient précédemment été prises par les colons blancs. Il est à noter que ce n'est même pas avant les années 80 que l'impact de la Seconde Guerre des Boers sur les Africains aux Noirs a été étudié. Pendant le conflit, les Britanniques avaient laissé entendre, et dans certains cas même promis, que les Africains noirs se verraient accorder des droits politiques à la fin de la guerre s'ils restaient neutres ou leur apportaient leur soutien. Malgré ces garanties, le traité de Vereeniging excluait spécifiquement les Africains noirs de l'octroi de droits politiques. Les Britanniques et les Boers ont comploté pour maintenir la domination de la minorité blanche et empêcher les droits égaux pour les Africains noirs. Au cours de la Seconde Guerre des Boers, près de 100 000 vies humaines ont été perdues, dont plus de 26 000 vies civiles boers et plus de 20 000 vies d'Africains noirs.
Cette guerre est également notable pour l'énorme perte de vie de chevaux, de mules et d'ânes, avec plus de 400 000 animaux mourant entre 1899 et 1902. Pendant le soulèvement de Kimberley seulement, les troupes ont conduit 500 chevaux à leur mort chaque jour. L'espérance de vie moyenne d'un cheval pendant le conflit était de 6 semaines et beaucoup ont été sacrifiés pour que les soldats puissent manger lorsque les ressources étaient faibles. En plus d'être une horrible façon de traiter les animaux, l'utilisation des chevaux par l'armée britannique était coûteuse, contribuant à plus de 200 millions de livres que le conflit global a coûté aux contribuables britanniques. En mai 1910, l'Union de l'Afrique du Sud a été formée à partir de la coalition du Cap, de la colonie du Natal, de la Société à responsabilité et de l'État libre d'Orange. C'était l'ancêtre de l'actuelle République d'Afrique du Sud. Ils se sont avérés être un allié clé pour la Grande-Bretagne dans les guerres mondiales qui ont suivi pendant les années 1900, acceptant d'envoyer des troupes dans la colonie de l'Afrique du Sud-Ouest allemande au début de la Première Guerre mondiale. L'alliance avec les Britanniques a provoqué une rébellion de nombreux Boers, refusant de se battre pour le pays qui les avait longtemps opprimés. L'insurrection a été réprimée et en 1916, ces rebelles ont été libérés contre de lourdes amendes et de courtes peines de prison. Cela était dû à Louis Botha, un combattant de la Seconde Guerre des Boers, qui est devenu le premier Premier ministre de l'Union d'Afrique du Sud, qui a reconnu la valeur de la réconciliation.